Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. ADN, ARN, vaccin, lymphome, protéines spike. Tout ça, c'est de l'algèbre pour vous. Plus maintenant, évidemment. Cela fait 3 ans qu'on en parle. Mais là, on va en parler avec Didier Raoult. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'heure où nous parlons au niveau de ce qu'on sait des doses vaccinales, de l'ADN, etc. Tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Autant, effectivement, on se demandait comment on allait faire pour fournir. C'était il y a 3 ans, un peu moins encore. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. On va pas vous présenter, ancien patron de l'IHU Marseille Méditerranée Infection, microbiologiste et évidemment on vous connaît dans le monde entier, on sait ce que vous avez fait. Et il y a un tweet que vous avez fait évidemment il y a 2 jours et qui nous a frappé. On voudrait vraiment l'explication. Vous avez dit ceci, et pendant très longtemps, vous vous rappelez, on a eu plusieurs entretiens, et vous ne vouliez pas trop parler des vaccins. C'était le problème des vaccins était pas là. Vous disiez j'en parlerai un peu plus tard. Et là, vous avez écrit ceci dans ce qu'on a analysé, dans ce que nous, évidemment avec votre équipe, on a analysé des doses vaccinales. Il y a beaucoup d'ADN et c'est très embêtant parce que vous ne savez pas s'il ne va pas rentrer dans les chromosomes. Et vous avez ajouté effectivement à la télévision. Vous avez dit voilà ceci. Vous avez dit le bidouillage que l'on a fait sur cette base pour que l'ARN dure plus longtemps a entraîné qu'un certain nombre de protéines qui ne sont pas la protéine spike, mais des protéines inconnues se baladent dans le corps et dont on ne sait pas ce qu'elles font. Donc voilà, ADN dans les lymphocytes. Voilà, on voudrait comprendre un peu, vous savez, qu'est-ce qui se passe exactement et au fond sur les vaccins aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, le mécanisme habituel de formation des protéines, dont la protéine spike qui est utilisée là pour immuniser les gens, c'est que on a besoin d'ADN qui est transformé en ARN messager. Oui. Cet ARN messager va dans une usine à protéines qui s'appelle le ribosome, qui fabrique la protéine et cette protéine est sécrétée. Voilà. Pour faire un vaccin ARN, on injecte directement de l'ARN, mais l'ARN est très fragile. On produit énormément d'ARN en permanence et donc on a besoin de l'éliminer. Notre corps élimine très vite l'ARN. Et il y a des gens, qui ont eu le prix Nobel pour ça, qui ont trouvé une formulation de l'ARN en changeant il y a 4 bases, si vous voulez, il y a 4 lettres dans l'ADN, il y a 4 lettres dans l'ARN et il y en a une qui est différente entre l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire la thymidine dans l'ADN et l'uracile dans l'ARN. On a changé l'uracile pour modifier l'uracile de manière à ce qu'elle ne soit pas dégradée. Et on s'est rendu compte, et ça c'est une mauvaise nouvelle, en décembre, c'est publié dans Nature, c'est pas nous qui l'avons publié, que quand il y avait 3 de ces uraciles modifiés de suite, eh bien il y avait un saut du ribosome par-dessus cette zone-là, qui amenait à créer des protéines imprévues. Inconnu et imprévu. Inconnu aussi. Inconnu aussi. D'accord. Donc, on ne sait pas dans ces protéines ce qui a été sécrété, on n'en sait rien du tout. Une des hypothèses, effectivement, on sait qu'il y a 2 protéines amyloïdes qui ne sont pas apparentes quand la spike est complète, mais quand la spike est incomplète, elles peuvent devenir apparentes avec les conséquences des protéines amyloïdes. Ça, c'est une chose pour l'ARN. La deuxième chose, c'est quand ce produit a été commercialisé, on a demandé qu'il n'y ait pas plus de 10 nanogrammes. Un nanogramme, c'est un millième de microgramme. Un millième de microgramme, d'accord. Par batch injecté. Tout ADN confondu, puisque le danger, c'est l'ADN. Cet ADN est dans des petites particules, des nanoparticules de lipides
qui fait, avec l'ARN, qui fait que ça rentre dans la cellule. D'accord. Et rentrant dans la cellule, c'est là le problème, c'est que l'ADN qui rentre dans les cellules peut s'intégrer à notre génome. Mhm. Donc, théoriquement, la mesure qui était considérée comme étant acceptable, y compris par l'Europe, était de 10 nanogrammes par batch. Batch Mais- étant le batch, ce que vous appelez le batch, C'est ce qu'on vous injecte, c'est l'injection, la d'accord. dose. La dose. La dose, c'est ça. Nous, quand on a séquencé le virus, on s'est rendu compte que d'abord, il y avait tout ce qui produit l'ARN, qui est là-dedans, c'est-à-dire l'ADN qui allait produire l'ARN, plus un initiateur de la reproduction de l'ARN, et enfin un plasmide, c'est-à-dire un mini-chromosome de bactéries qu'on injecte en même temps. D'accord. Donc, puis, ça rentre bien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout dedans, à l'intérieur. Mais c'était pas spécifiquement intéressé. Cette découverte a été faite par d'autres. C'est très difficile à publier ces choses-là. Donc les gens qui ont publié ça aux États-Unis et au Canada ont publié ça soit sur des blogs, soit sur des préprints. Et là, ce qui vient de sortir, c'était sur un journal qui est un journal chinois publié en Suisse, qui fait partie du groupe MDPI, qui est haï par toute la presse scientifique mainstream. D'accord. Ce qu'ils ont fait était quelque chose d'extrêmement intelligent. Ils ont dit, tiens, puisque c'est dans des petites particules lipidiques, il est possible que les techniques que nous avons pour mettre en évidence la présence d'ADN ne soient pas bonnes, parce que nous n'allons pas réussir, avec la PCR, dont vous avez tellement entendu parler, Oui. à amplifier ce qui est dans ces particules. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on prend ces particules, qu'on les nettoie, on prend du twin, le twin c'est du savon. Le savon, ça enlève le gras, comme vous le savez, et donc ça enlève les nanoparticules, et on fait la mesure avant et après, et de l'ARN et de l'ADN. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est qu'il y a 400 fois plus d'ADN que ce qui était autorisé par l'EMA si on fait comme ça, au lieu de prendre la technique qui a été faite en Europe, d'une PCR sur une petite partie de la spike. Ça veut dire que il y a 500 fois plus d'ADN dans les particules que ce qui était autorisé. Et les conséquences de 500 fois plus d'ADN, c'est quoi? J'en sais rien. Il y a 10% dans ce que nous injectons, d'après ce travail, Oui. dans ce que nous injectons avec une dose, il y a 10% de ce que nous injectons qui est de l'ADN et 90% qui est de l'ARN. D'accord. Alors que je pensais c'était que l'ADN c'était des toutes petites quantités. Mhm. Donc ça pose une vraie question. Dans cet ADN, il n'y a peut-être pas d'ailleurs que l'ADN du virus, il y a peut-être de l'ADN de la bactérie qui était là, mais on injecte de l'ADN. Il faut savoir, il faut avoir présent à l'esprit que nous avons la preuve depuis bien longtemps que l'ADN qui rentre dans les cellules peut parfaitement s'intégrer dans le génome. Il y a Ouais. plein de virus qui font ça. Oui. Donc il y a plein de séquences d'ADN. Vous savez, c'est l'objet de mon prochain livre, je ne veux pas trop le dévoiler, mais dans un génome humain, il n'y a que 1% de gènes. Il y a 99% de choses répétées, de morceaux de séquences qui viennent de l'extérieur et dont on ne sait pas ce qu'elles font. Ah oui. On est dans une mer C'est fou. totalement inconnue. Et il y a presque 99% d'inconnus, enfin de terra incognita, si on peut dire. Quasiment oui, la plus fréquente de toutes, et c'est une petite séquence qui fait un peu plus de 300 bases, qui s'appelle ALU. Et cette séquence ALU, dans votre génome, elle est présente à 1 million d'exemplaires. D'accord. Oui. Et on ne sait pas très bien. C'est-à-dire qu'elle fait 14 fois plus que vos gènes. Ouais. D'accord? Donc, vous voyez le niveau d'ignorance que nous avons sur la génétique humaine est incroyable. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose dont on sait à quoi ALU vous a servi, à vous, comme à moi, c'est à ne pas avoir la queue des singes. De pas avoir. Ah La oui. queue des singes. D'accord. Parce que il y a une séquence ALU qui s'est intégrée dans le gène de la queue des grands singes et de nous, et que du coup, elle a empêché la formation de la queue
Voilà pourquoi nous n'avons pas la queue des singes. Bon, écoutez, c'est déjà un résultat. Mais qu'est-ce que ça entraîne, Didier Raoult? Qu'est-ce que ça entraîne sur aujourd'hui? Parce que sans, encore une fois, faire de jugement définitif, c'est pas le problème, et vous avez toujours dit, la science, ça avance, et on n'est pas là pour faire des jugements, mais qu'est-ce que ça entraîne sur, au fond, ce qui s'est passé avec les vaccins depuis 3 ans? C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de terra incognita, et on a lancé tout ça. Est-ce qu'on va pas vraiment lancer tout ça un peu hâtivement? C'est l'éternelle question. Moi, mon opinion depuis le début, c'est qu'on l'a lancé de manière trop hâtive. J'ai dit, je suis très content, je veux le répéter, que tout ce que j'ai dit sur cette crise, sur les mesures sociales et les mesures qui ont été prises, qui ont été tellement critiquées, Jean-François Dalfrécy, qui était le président du conseil scientifique, a fini par dire qu'il était d'accord qu'ils avaient fait des erreurs. Et que, singulièrement concernant les vaccins, ils avaient été beaucoup trop optimistes. Je lui ai écrit pour le féliciter de reconnaître ses erreurs. Vous avez vu que c'est pas commun, hein. Les politiques font jamais ça, les journalistes pas ça. Mais même les scientifiques ne font pas ça. Certains. Parce que ce ne sont pas de vrais scientifiques. Les vrais scientifiques, ils s'en foutent de se tromper. Ce qui les intéresse, c'est d'approcher la connaissance. Bien sûr. Eh bien, je lui ai écrit, il m'a dit, la seule chose que je continue à penser, c'est qu'il fallait vacciner les plus de 65 ans. Je lui ai dit, je suis d'accord. J'ai toujours dit, il faut vacciner les gens de plus de 65 ans et les obèses, qui ont un risque de faire une forme grave. Le reste n'a pas d'évidence que ceci ait la moindre utilité. Donc, je pense la même chose et je n'ai pas été, je n'ai pas changé d'avis à partir de cela. Maintenant, les gens qui avaient un bénéfice, je suis pas sûr qu'avec les variants que nous avons actuels, qui sont beaucoup moins dangereux, je suis même pas sûr de ce bénéfice. D'ailleurs, j'ai vu que la communication de l'État, c'était maintenant la vaccination après 80 ans, quand même. Oui, donc, oui, c'est vrai. On est passé du vaccin à tout le monde au vaccin après 80 ans. Donc, ils me rejoignent quand même, ils m'ont même dépassé. Oui. Et donc, c'est intéressant de voir les gens changer. Après, je ne me fais pas d'illusions. Je vous ai déjà donné cette citation de Max Planck, mais je l'aime beaucoup. Vous savez, la vérité n'apparaît jamais, mais ses détracteurs finissent par mourir. Oui, la variante, c'est mets-toi au bord de la rivière et tu verras passer le cadavre de ton ennemi. C'est pas la même chose, mais c'est assez rapproché. Dites-moi, professeur Raoult, aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on sait, on va chercher, on continue à chercher, vous parlez de la terra incognita, vous parlez des 99% dans le génome de choses encore inconnues ou mal connues. Qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'on peut arriver, sans rêver, c'est pas une question politique, c'est une question scientifique. Est-ce que, au fond, les vaccins, vous connaissez, quel était, on l'a beaucoup dit, quel était le temps entre la découverte d'un vaccin et son application de masse jusqu'ici? Elle était de quelques années, si je ne me trompe pas. Bien sûr, bien sûr, oui. Bien sûr. Et comment? Donc, oui. On a réussi à transgresser toutes les règles de sécurité qu'on s'était données. Parce que depuis des années, je m'excuse je veux pas faire d'attaque ad hominem, mais c'est tellement clair. Depuis des années, Bill Gates déclare partout qu'on va avoir une épidémie qui va tuer tout le monde, que quand cette épidémie est arrivée très très rapidement, à partir des 2 premiers épisodes épidémiques, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des gens de plus de 70 ans qui mouraient. Donc, on n'allait pas éradiquer la population de la Terre à condition de soigner les gens. La grande différence qu'il y a eu entre Paris et Marseille, c'est qu'à Marseille, on a soigné les gens et qu'à Paris, on leur a dit de rester à la maison et de prendre du Doliprane. Il y en avait qui avaient des hypoxies, ça se soigne, ça, hein, comme la grippe, ça se soigne. Même si vous n'avez pas le médicament efficace, vous pouvez soigner les gens. Il y avait des troubles de la coagulation, il y avait des hypoxies, il fallait soigner les gens, il fallait faire le diagnostic. Mais à Paris, l'organisation de l'assistance publique de Paris ne permettait pas de faire les tests diagnostiques. Et donc, ils ont pris 2 mois de retard là-dessus. On pouvait même pas faire les PCR. Donc, c'est ça qui a tué la question. C'est une des raisons pour lesquelles il faut continuer de parler de cette affaire. C'est avant le prochain épisode. Moi, je me suis rendu compte que ils ne faisaient pas les PCR. Ils n'avaient pas les moyens de se fabriquer eux-mêmes leurs PCR. Il suffit d'acheter un petit synthétiseur. On a acheté un synthétiseur, on a fait nous-mêmes nos amorces. Deuxièmement, il y avait le nombre de CHU qui étaient équipés pour faire des génomes de manière moderne, c'était 1 sur 2. C'est-à-dire que le niveau d'équipement
de la France et celui de la Turquie. Enfin, donc c'est vrai pour la radio aussi, qui est très irrité parce que je dis ça, mais globalement, il y a à revoir l'organisation, la structure, la performance technique, si vous voulez. Les problèmes, il existe des tas de problèmes qui sont tout aussi intéressants. On va en parler, Diderot, justement, de ce qu'il faut reprendre, parce que, et encore une fois, sur le plan scientifique, on va pas parler politique ou autre, ou sociologie, sur le plan vraiment de la manière dont gérer les choses, parce qu'on a vu un peu ce qui s'était passé. Restez avec nous, après une petite pause, on reprend avec Didier Raoult. À tout de suite. Et 0826 300 300 avec vous pour réagir, poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Professeur Didier Raoult, vous avez dit dans une télévision, CNews, pour la citer, vous avez dit ici, quand vous faites Pfizer, la Food and Drug Administration, américaine, comme l'Agence nationale de sécurité du médicament, comme l'Agence européenne des médicaments en Europe, doit garantir quel est le contenu de ce que vous injectez chez les gens. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on pourra faire, parce que le capharnaüm, la polémique, enfin vous êtes bien placé pour savoir ce qui s'est passé depuis trois ans, y compris à ce niveau-là. Est-ce que au fond cette transparence, est-ce qu'elle est possible, est-ce qu'elle est envisageable, est-ce qu'elle est nécessaire, sans parler des équipements, comme vous avez dit, un IHU sur 2 n'est pas équipé. Est-ce que c'est ça, la transparence, qui est le plus important? Deux choses, si vous voulez. Vous me permettrez, mais je suis comme vous, je commence à avoir un certain âge, donc une certaine expérience. Je ferai appel à celle-ci parce que c'est des documents qui sont accessibles, puisque j'avais fait un rapport pour le ministère il y a 22 ans. D'une manière très intéressante, donc la peur, c'était une intoxication de la CIA, hein, la peur de l'anthrax, dans l'Irak et dans le monde entier. C'était juste un cinglé qui avait travaillé pour l'armée américaine qui avait fait ça. Et donc, mais au moment où c'est arrivé, on s'est rendu compte, il y a des poudres, des gens qui faisaient des farces, qui envoyaient des poudres avec de la farine, etc. Il y en a eu à peu près 1800 en France. On s'est rendu compte que personne ne pouvait traiter ça. On était un des seuls endroits à Marseille à le faire. On a fait un tiers des poudres. Le reste a été fait par l'armée et un peu à l'Institut Pasteur. Il n'y a pas eu un autre CHU capable de le faire. À Paris, le CHU qui était responsable d'une des bestioles les plus dangereuses, les tuberculoses multirésistantes, n'avait pas un laboratoire de sécurité de type P3. Il n'y en avait pas dans les CHU. Donc après, c'est hallucinant. Un des effets positifs de mon rapport est qu'on les a équipés des P3 parce que personne n'avait fait individuellement, sauf moi, parce que j'étais intéressé par ça. Et par les bactéries dangereuses, Rickettsies, sur lequel je travaillais, qui avait monté un P3 qui était déjà le plus grand P3 de France. À l'époque, ce qui est extraordinaire, je l'ai écrit, ça, vous pouvez le lire sur ce rapport. On avait acheté en France des antibiotiques qui s'appellent des quinolones, qui n'étaient pas, qui étaient encore brevetés, coûtaient très cher. Qui n'étaient pas brevetés, oui. Qui n'était pas brevetée, qui était récente. Ouais. L'une de Bayer, la ciprofloxacine, l'autre la française, de Rhône-Poulenc, Péplacine. Quand je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça, le charbon, tout le monde sait que c'est sensible à tous les antibiotiques. On soigne ça avec la pénicilline, on soigne ça avec les tétracyclines, les aminosides. Il dit, on a fait comme les Américains. Alors j'ai demandé aux Américains, pourquoi vous avez pris, eux, ils avaient pris que la ciprofloxacine. Ils en ont acheté des tonnes pour des milliards. Ils ont créé des silos distribués aux États-Unis pour une maladie qui n'existait pas. Hein. Et pourquoi la ciprofloxacine? Ils m'ont dit, c'est parce qu'il y a un modèle expérimental chez le lapin qui montre que ça marche bien, alors qu'on avait des dizaines de cas de charbon traité. Et si vous ne me croyez pas, ce que vous avez bien le droit de faire, vous regardez traitement de l'anthrax et vous allez voir un truc qui est surréaliste sur Internet. Il sera peut-être pas demain parce que je le dis maintenant. Si c'est un anthrax naturel, pénicilline. Si c'est un anthrax du bioterrorisme, quinolone. Comment vous pouvez penser qu'il faut traiter différemment l'anthrax naturel
de l'anthrax par bioterrorisme, c'est parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils ont couillonné les gens il y a 20 ans en achetant des milliards de médicaments qu'ils ont jetés. Donc, si vous voulez, si vous me demandez si on peut contrôler ça, ma réponse c'est non. La puissance financière de ça, comparée à la puissance financière des États, n'a rien à voir, ni à celle de l'Europe. Ouais. Vous savez, les gens qui ont les doigts dans toute l'industrie pharmaceutique, c'est Bill Gates, Vanguard et BlackRock. Et BlackRock, oui. C'est le 3e budget au monde après les États-Unis et la Chine. Comment on lutte contre ça? Il faudra bien inventer des moyens de lutte contre des puissances de cette nature-là, ce qu'on ne sait pas faire. Ouais. Et oui, concernant donc ma réponse est extrêmement pessimiste. Je ne crois pas avec des gens qui ont des sommes de cette nature-là. Rappelez-vous, et ça m'a valu beaucoup d'hostilité, au début on avait regardé quel était le nombre de professeurs et de maîtres de conférences d'infectiologie qui n'avaient aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. C'était pas compliqué, on était 5, il y avait Perron et 4 à l'IHU. Donc c'était extrêmement simple. C'est très difficile, c'est eux qui payent les congrès, c'est eux qui payent les publications. Les études, etc., etc. Le Lancet et tout ça. Ouais. La deuxième chose, c'est les équipements. On sait, là aussi, il suffit de lire, hein, il y a un journal de l'OCDE qui sort tous les ans. Il y en a un il y a 2 ans qui faisait Human Health at Glance, la santé pour l'Europe. On regarde le pays dans lequel il y a le moins de médecins par tête d'habitant, c'est la France. La France, donc c'est pas Macron, ça, hein, ça a commencé. Oui. Ça a commencé bien avant. Bien avant. Ça a commencé avec Simone Veil. On est passé de 8500 personnes formées par an à 3000. Avec une population qui avait augmenté de 15% et qui avait vieilli. Et c'est seulement maintenant qu'on a rejoint ce qui se passait dans les années 70. Je ne sais pas, vous voyez la bande de fous technocrates qui gèrent ça. Si vous regardez toujours dans la même chose, quel est le niveau d'équipement en France des scanners et des IRM, vous voyez qu'on est en dessous de la Turquie, pour dire la vérité. Donc le niveau matériel, et c'était pareil pour les séquenceurs. C'est-à-dire que l'argent en France, il n'y a pas d'équipement. On n'achète pas les équipements. Donc il y a un véritable problème de compréhension du progrès qui ne consiste pas à acheter des médicaments hors de prix, mais à servir des moins chers quand ils marchent aussi bien. Mais on revend la technologie est nouvelle et il faut s'en servir. Donc il n'y avait pas de séquenceur, je le sais là aussi, puisque le président m'avait demandé d'aider à superviser la mise en place du séquençage du virus quand il s'est rendu compte qu'on séquençait 20 fois moins que l'Angleterre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un CHU sur 2 qui n'avait pas de séquenceur. C'est inouï. Donc il n'y a pas de ligne directrice, c'est ça qui me choque. Il n'y a pas de ligne directrice, on ne dit pas, écoutez, voilà, pour faire face au prochain épisode, il faut que tout le monde puisse faire des PCR, il faut que tout le monde puisse faire ses propres séquences de PCR. Équipement suffisant, il faut pouvoir faire du séquençage, il faut pouvoir avoir des P3. Tout ça, c'est la modernité. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, professeur Raoult. Je vois que, en tout cas, tous les désespoirs sont permis dans une société à irresponsabilité illimitée. C'est assez préoccupant. Merci.